Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la filiation par procréation. L'adoption plénière comme simple fera l'objet d'une autre vidéo. Pour information, la gestation pour autrui, c'est-à-dire le fait de porter dans son ventre un enfant pour une autre personne à titre gratuit ou à titre onéreux, est interdite en France. Dans cette vidéo sur la filiation par procréation, nous nous intéresserons autant à la procréation naturelle qu'à la procréation médicalement assistée. Cette dernière, depuis la loi du 2 août 2021, n'est plus ouverte uniquement que pour les couples hétérosexuels, elle est également possible pour les couples homosexuels féminins et pour les femmes seules. Pour rappel, antérieurement, une distinction était faite entre la filiation légitime et la filiation naturelle. L'enfant issu d'une filiation légitime disposait d'un statut plus avantageux que l'enfant naturel. Ce dernier est l'enfant né de parents non mariés. La loi du 3 janvier 1972 a supprimé cette distinction qui n'était plus en accord avec l'évolution de la société. Comment s'établit la filiation ? L'article 310-1 du Code civil dispose que la filiation est légalement établie par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété, ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre 5 du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre 3 du présent titre. Il y a donc des façons contentieuses et des façons non contentieuses d'établir une filiation. Mais citons en premier lieu un cas d'établissement impossible de la filiation. Pour cela, il faut s'intéresser à l'article 310-2 du Code civil qui nous dit que s'il existe entre les pères et mères de l'enfant, un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162, pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit. Pour rappel, l'article 161 nous dit qu'en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. Quant à l'article 162, celui-ci dispose qu'en ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs. L'enfant n'aura donc qu'un seul lien de filiation établi, le second étant interdit. Intéressons-nous dans un premier temps à l'établissement de la filiation par l'effet de la loi. Dans un premier temps, l'article 311-25 dispose que la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. En ce qui concerne le père, si celui-ci est marié à la mère, alors la loi établit une présomption. L'article 312 nous dit que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Il s'agit cependant d'une présomption simple, ce qui veut dire que la preuve contraire peut être apportée. Plus précisément, l'article 311 nous dit que la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300e au 180e jour inclusivement avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions. Cependant, dans certains cas, cette présomption ne joue pas, comme nous l'indique l'article 313 du Code civil. Je cite, « La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. » Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps, ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. La présomption peut être rétablie et l'article 314 nous dit que si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
De plus, l'article 315 prévoit que lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320. Dans un second temps, la filiation peut être établie par la reconnaissance. Au contraire de la filiation établie par effet de la loi, la filiation établie par reconnaissance suppose une action de la part du parent. L'article 316 du Code civil dispose que lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. Il s'agit donc d'un cas de figure où la filiation n'a pas été établie par effet de la loi. De plus, la reconnaissance peut avoir lieu avant ou après la naissance de l'enfant. Bien sûr, et pour éviter que n'importe qui ne reconnaisse un enfant qui n'est pas le sien, il existe des dispositions afin de contester les reconnaissances frauduleuses. L'article 316-1 et les suivants réglementent ce cas de figure. Ainsi, l'article 316-1 dit que lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant en vue de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance. Et si vous pensez que des dispositions pareilles sont inutiles, sachez que c'est déjà arrivé que des personnes reconnaissent un enfant qui n'est pas le sien avant la naissance de l'enfant. Un autre moyen d'établir la filiation est la possession d'état. L'article 311-1 du Code civil dispose que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont, premièrement, que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on l'a dit issus comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents. Deuxièmement, que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation. Troisièmement, que cette personne est reconnue comme leur enfant dans la société et par la famille. Quatrièmement, qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique. Et cinquièmement, qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on l'a dit issus. Ce sont donc trois éléments que nous cherchons à retrouver: le tractatus, c'est-à-dire le comportement qu'ont eu les individus entre eux, le fama, c'est-à-dire le fait que l'enfant est reconnu comme tel dans la société par la famille et par l'autorité publique, et enfin le nomen, le port du nom de la famille dont l'enfant est issu. Attention, la possession d'état doit réunir 4 caractères. Ainsi, l'article 311-2 nous dit que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Continue, c'est-à-dire sans interruption, publique, c'est-à-dire connue de tous, paisible, elle est sans violence, et non équivoque, qui ne fait aucun doute. En ce qui concerne les actions en justice relatives à la filiation, l'article 318 du Code civil impose une première règle. Celui-ci nous dit que aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable. Ensuite, l'article 320 dispose que tant qu'elle n'a pas été contestée en public, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. Il faut donc agir en justice pour faire sauter la première filiation établie afin de faire établir la filiation réelle. Pour le délai dans lequel on peut agir, l'article 321 dispose que sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans, à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. À l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité, ce qui paraît logique. Pourront agir l'enfant et ses héritiers. Donc à son décès, ce seront ses héritiers puisque l'on parle d'héritiers et non de descendants. Il s'agit donc d'une action personnelle. Quant à l'article 323 du Code civil, il nous apprend que l'action ne peut pas faire l'objet d'une renonciation.
Le jugement établissant la filiation est un jugement déclaratif. Ce n'est donc pas un jugement constitutif. Cela signifie qu'il ne crée pas une situation juridique nouvelle, il ne fait que constater une situation juridique préexistante. Les effets du jugement remonteront donc à la naissance de l'enfant. Nous l'avons déjà mentionné dans une vidéo précédente, afin d'établir la filiation, des expertises biologiques peuvent être effectuées. Il s'agira donc d'une comparaison ADN. Citons l'article 16-11 du Code civil afin de voir dans quel contexte celles-ci sont autorisées. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge, saisie d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou à la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord express de la personne manifestée de son vivant, aucune identification par empreinte génétique ne peut être réalisée après sa mort. En effet, suite à la célèbre affaire Yves Montand, dans laquelle l'établissement d'une filiation était recherché et pour laquelle Yves Montand a été exhumé, la loi a été modifiée afin d'éviter les exhumations des défunts. Intéressons-nous maintenant aux différentes actions possibles. Les premières concernent l'établissement de la filiation. En premier, nous pouvons citer l'article 325 du Code civil qui nous dit que, à défaut de titre et de possession d'État, la recherche de maternité est admise. L'action est réservée à l'enfant, qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. Nous l'avons dit précédemment, la prescription est de 10 ans, le délai étant suspendu pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourrait agir jusqu'à ses 28 ans. Pour la paternité, l'article 327 nous dit que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. En ce qui concerne l'exercice de l'action, intéressons-nous à l'article 328 du Code civil. Celui-ci dispose que le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie, a pendant la minorité de l'enfant, seule qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité. Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408. L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. À défaut d'héritiers, ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'État. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits. Quant à l'article 329, celui-ci nous dit que lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander durant la minorité de l'enfant que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les 10 années qui suivent sa majorité. Ensuite, pour la possession d'État, l'article 330 dispose que la possession d'État peut être constatée à la demande de toute personne qui a intérêt dans le délai de 10 ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. Mais une action en contestation de la filiation est également possible, ainsi on retrouve à l'article 332 cette mention, la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Pour la possession d'État, c'est un petit peu plus complexe. L'article 333 nous dit que lorsque la possession d'État est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses pères et mères ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par 5 ans à compter du jour où la possession d'État a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'État, conforme au titre, a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. Il s'agit du cas où la possession d'État est conforme au titre. Si ce n'est pas le cas, il faut s'intéresser aux articles suivants. Quand la filiation est établie seulement par le titre, alors l'article 334 nous dit qu'à défaut de possession d'État conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.
L'article 335 complète ainsi pour la filiation établie par la seule possession d'État, la filiation établie par la possession d'État, constatée par un acte de notoriété, peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire dans le délai de 10 ans à compter de la délivrance de l'acte. Enfin, l'action peut tendre à obtenir des subsides pour l'enfant. L'article 342 nous dit que tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant. Celui-ci peut encore l'exercer dans les 10 années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité. L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception engagé dans les liens du mariage avec une autre personne ou s'il existait entre eux des empêchements à mariage, réglés par les articles 161 à 164 du présent code. L'article 342-2 définit les subsides et nous dit donc que, je parle à l'envers. Les subsides se règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci. La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute. Enfin, pour finir, découvrons ensemble l'article 342-9 du Code civil, créé par la loi du 2 août 2021, concernant l'assistance médicale à la procréation. Je cite. En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. Ce qui est logique puisque sinon, plus personne ne donnerait. Qu'en est-il si le futur père de l'enfant issu de la procréation médicalement assistée change d'avis et décide de ne pas reconnaître l'enfant à sa naissance ? C'est l'article 342-13 du Code civil qui réglemente la question. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker, à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.